juste après avoir enterré mon frère, mon mari a jeté les papiers de divorce sur la table. Il a dit froidement, « Je vais épouser la femme de ton frère. » Signe. J'ai été figé pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, « D'accord. » Après cela, j'ai signé mon nom. 30 jours plus tard il était à genoux, hurlant, quand il a réalisé. Mon mari m'a remis les papiers du divorce 3 heures après l'enterrement de mon frère. Il se tenait dans ma cuisine, portant le même costume noir qu'il avait mis pour les funérailles, sa cravate desserrée pendait autour de son cou. L'eau de pluie collait encore aux épaules de son manteau, et il me regardait. Avec la froide assurance d'un homme qui croyait que le monde lui appartenait. Déjà. Puis, il a prononcé les mots qui ont détruit la dernière illusion qu'il me restait de mon mariage. Je vais épouser la femme de ton frère. Signe les papiers, Émilie. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai souri doucement et j'ai pris le stylo. 30 jours plus tard, Ryan Miller était à genoux, hurlant mon nom dans un bureau d'avocat du centre-ville de Chicago, car il avait enfin compris ce que mon frère savait avant de mourir. L'avidité rend les gens aveugles, et les aveugles marchent volontiers vers les falaises. Le jour où nous avons enterré Daniel Carter, le ciel au-dessus d'eux Nipville ressemblait à de l'acier fissuré. Une pluie froide et fine tombait sur le cimetière en ligne grise et mince, recouvrant parapluie, manteau noir et chaussures cirées d'un éclat terne qui rendait tout sans vie. Je me tenais près de la tombe de mon frère, les mains jointes devant moi, tandis que le pasteur parlait de générosité, de leadership et d'héritage, mais je n'ai à peine entendu un mot après qu'ils aient descendu le cercueil dans la terre. Daniel avait 42 ans, trop jeune pour mourir, trop discipliné pour mourir. Honnêtement. Mon frère se levait tous les matins à 5 heures, courait 3 miles, même pendant les hivers de l'Illinois, et planifiait ses examens annuels. Comme une horloge. Puis, un conducteur ivre a traversé le terre-plein central près d'Aurora et a percuté son SUV de plein fouet. Ainsi, la personne la plus forte que j'ai jamais connue est devenue une photographie à côté d'un cercueil couvert de lys blanc. Les employés de Carter. Frecht Solutions remplissait près de la moitié du cimetière, chauffeur, superviseur d'entrepôt, comptable, responsable de la répartition. Daniel se souvenait de l'anniversaire de chaque employé, de chaque enfant malade, de chaque difficulté liée à l'hypothèque. Des hommes 2 fois plus âgés que lui pleuraient ouvertement près de la tombe. Parce que mon frère les avait aidés à garder leur maison pendant la récession. Ryan se tenait à côté de moi pendant le service, une main légèrement posée sur mon dos, simulant le deuil comme certaines personnes simulent la prière en public, avec soin, visiblement, sans sincérité. En y repensant maintenant, je réalise qu'il ne m'a jamais serré l'épaule. Il ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Ses yeux erraient constamment vers Vanessa. Vanessa Carter, la veuve de Daniel, grande, élégante, aux cheveux foncés, portant des lunettes de soleil surdimensionnées malgré la pluie. Elle tenait un mouchoir blanc sous son nez et pleurait doucement pendant la majeure partie du service, bien que quelque chose dans sa tristesse me semblait lointain, presque répété, comme quelqu'un qui essaierait d'imiter une émotion. Après l'avoir vu dans un film. À l'époque, je me détestais d'avoir même pensé ça. Le deuil rend méfiant envers tout le monde. Après la réception des funérailles, les gens sont lentement retournés à leur vie. Les voitures ont disparu du parking de l'église une par une tandis que le soir s'installait sur les banlieues. Ryan nous a ramenés en silence, une main sur le volant, l'autre faisant défiler son téléphone chaque fois que nous nous arrêtions au feu rouge. J'ai regardé la pluie glisser sur la vitre du passager et j'ai pensé à Daniel, qui m'apprenait à faire du vélo quand j'avais 7 ans. Il avait couru derrière moi dans notre vieille rue de quartier, m'encourageant pendant que je hurlais de terreur. Même après que j'ai percuté une boîte aux lettres, Hilary m'a ramassé, a brossé la terre de mes genoux et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La peur passe plus vite que le regret, Amy.
Il était la seule personne qui m'appelait encore Amy. Quand nous nous sommes garés dans notre allée, Ryan est sorti sans m'attendre. J'ai remarqué à quelle vitesse il marchait vers la maison, presque impatiemment, comme un homme pressé pour un rendez-vous. Au moment où nous sommes entrés dans la cuisine, il a desserré sa cravate et a jeté une épaisse enveloppe sur le comptoir en granit. « Tu devrais lire ça ce soir, dit-il d'un ton monocorde. Je fixai l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Des papiers de divorce. Pendant une seconde, la pièce perdit tout son. Le bourdonnement du réfrigérateur disparut. La pluie contre les fenêtres s'évanouit. Même ma respiration sembla s'arrêter. Je levai les yeux lentement. Quoi ? Ryan exhala comme un homme d'affaires épuisé, contraint de répéter des instructions simples à un employé. Allez, Emily. Nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus. Depuis des années. Mon frère a été enterré aujourd'hui. Je le sais. La froideur de sa voix m'effraya plus que les mots eux-mêmes. Il marcha vers le bar, se versa un bourbon, puis s'appuya négligemment contre le comptoir. Honnêtement, c'est probablement le meilleur moment pour le faire. Une rupture nette, un nouveau départ pour tout le monde. Je continuai à le regarder, attendant le mot de la fin, la culpabilité, l'humanité. Rien ne vint. Puis il prononça la phrase qui me retourna l'estomac, « Je vais être avec Vanessa. » Je clignai des yeux une fois. La femme de Daniel ? La veuve, corrigea Théil. Calmement. Maintenant, c'est une veuve. Je me souviens avoir agrippé le bord du comptoir, car soudain je me sentais physiquement instable. Depuis combien de temps, murmurai-je. Ryan prit une gorgée de bourbon avant de répondre. Un moment. Un moment, répétai-je. D'une voix creuse. Nous n'avions pas prévu que tout cela arrive, Emily. Ce mensonge me fit presque rire. Il y a des tons que les gens utilisent lorsqu'ils répètent des excuses à l'avance, et Ryan avait clairement pratiqué cette conversation dans sa tête de nombreuses fois. Tu as toujours été si dépendante émotionnellement, continua-t-il. Vanessa comprend l'ambition. Elle comprend ce que je veux de la vie. Je regardais l'homme avec qui j'avais passé 11 ans marié et réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connu. Ryan Miller venait de rien. Pré-étudiant, emploi instable, il avait déménagé d'appartement en appartement pendant ses 20 ans. Daniel lui avait donné un poste chez Carter Frecht Solutions quand nous sommes mariés, l'avait mentoré personnellement, l'avait promu 2 fois, lui avait fait confiance avec des clients valant des millions. Et maintenant, 3 heures après que nous ayons enterré mon frère, Ryan buvait du bourbon dans ma cuisine en parlant de me remplacer par la femme de mon frère décédé. Tu es incroyable, murmurai-je. Non, dit-il tranquillement. Je suis honnête. Puis il porta le coup de grâce avec une cruauté sidérante. Tu n'as jamais été faite pour la vie que je veux. Pas en colère, pas en criant, juste une froide évaluation. Je m'attendais à pleurer, peut-être à crier, peut-être à lui jeter le verre posé à côté de l'évier au visage. Au lieu de cela, quelque chose en moi devint étrangement calme, car je me suis soudainement souvenu d'un message vocal que Daniel m'avait laissé 2 nuits avant de mourir. Je ne l'avais pas encore écouté. Mon frère appelait rarement sans envoyer de message d'abord. La notification du message vocal était toujours là, non ouverte, sur mon téléphone. Ryan fit glisser les papiers plus près de moi. Signe-les juste. Nous pouvons éviter de faire traîner ça. Je regardais les documents. Divorce sans faute en Illinois, clause de renonciation, séparation des biens. Rapide, efficace, préparé à l'avance, ce qui signifiait qu'il l'avait planifié avant la mort de Daniel. Cette réalisation s'est installée en moi lentement, comme de l'eau glacée, remplissant mes poumons.
Ryan me regardait attentivement, s'attendant probablement à de l'hystérie. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo. Ses sourcils se sont légèrement levés. Sérieusement, demanda-t-il. J'ai souri. Faiblement. Très bien. Puis j'ai signé mon nom. Pour la première fois de la soirée, Ryan a eu l'air surpris. Tu prends ça mieux que je ne l'espérais. Je lui ai rendu les papiers. Tu sembles pressé de partir. Il haussa légèrement les épaules. Plus la peine de faire semblant. Pas de culpabilité. Pas de honte. Il avait l'air soulagé en fait. Ryan attrapa l'enveloppe, finit son bourbon et monta à l'étage pour faire sa valise pendant que je restais seul dans la cuisine, écoutant les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Au-dessus de ma tête. 40 minutes plus tard, il descendit avec ses bagages. Devant la porte d'entrée, il marqua une pause. Ça ira, à la longue, dit-il. Cela ressemblait moins à du réconfort qu'à un renvoi. Puis il partit. J'attendis que sa voiture disparaisse dans la rue avant de sortir mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient en ouvrant le message vocal de Daniel. Il y eut une longue pause avant que mon frère ne parle. Sa voix semblait fatiguée. Amy, si tu entends ceci, quelque chose s'est probablement passé. Avant que j'aie eu la chance de t'expliquer les choses moi-même. J'arrêtai de respirer. Puis Daniel dit doucement, ne fais confiance à personne tant que Richard Lawson n'aura pas lu le testament. Pendant 3 jours après le départ de Ryan, je n'ai presque pas dormi. Pas parce qu'il me manquait. C'est ce qui m'a le plus surpris. J'attendais que le chagrin arrive de plein fouet, que la dévastation de perdre mon mari me submerge enfin de tout son poids. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus lourd, de plus complexe. C'était le sentiment que les gens éprouvent lorsqu'ils survivent à un accident de voiture et revoient soudain tous les signaux d'avertissement ignorés des 10 derniers kilomètres de route. Parce qu'une fois le choc dissipé, la mémoire devint impitoyable, les nuits tardives de Ryan au bureau, son obsession soudaine pour les costumes de créateur, la montre coûteuse qu'il prétendait venir d'un programme d'incitation aux ventes. La façon dont Vanessa riait trop fort à ses blagues lors des dîners d'entreprise. Tout cela s'est réorganisé en quelque chose de laid et d'évident. J'ai passé la plupart de ces premiers jours seul dans la maison, marchant de pièce en silence, tandis que la pluie printanière battait les fenêtres. Des amis appelaient constamment, offrant des condoléances pour Daniel. S'inquiétant du divorce, des plats que je ne touchais jamais, mais j'ignorais. Presque tout le monde sauf ma mère, même alors, je ne lui ai pas dit la vérité. À 70 ans, après avoir perdu son fils, elle ne méritait pas une autre blessure. Pendant ce temps, Ryan et Vanessa ne se cachaient plus du tout. Une photo est apparue sur Facebook 4 jours après les funérailles. Vanessa était assise à côté de Ryan au restaurant Gibson's Steakhouse du centre-ville, tenant un verre de vin pendant qu'il souriait à l'appareil photo, un bras autour de sa taille. Quelqu'un avait tagué l'emplacement. Quelqu'un d'autre avait commenté, beau couple. Magnifique. Je suis resté longtemps à fixer ce mot. Daniel était mort. Depuis moins d'une semaine. Le week-end suivant, il postait des photos du lac Léman. Promenade en bateau, cocktail coûteux, souriant sous des couvertures. Près de foyers extérieurs. Ryan portait le manteau en cachemire bleu marine de Daniel sur une photo, le manteau que mon frère avait acheté à Milan lors d'un voyage d'affaires 3 ans plus tôt. Cela m'a presque brisé. Non pas parce que Ryan avait l'air heureux, mais parce que Daniel lui avait fait entièrement confiance. Il y a quelque chose d'horriblement unique dans la trahison après la mort. Les morts ne peuvent pas se défendre, ne peuvent pas corriger leurs erreurs, ne peuvent pas retirer leur amour à ceux qui ne le méritent plus. Les morts restent loyaux pour toujours. Les vivants non.
Le 7e matin après les funérailles, je me suis rendu à Carter Frecht Solutions pour la première fois depuis la mort de Daniel. Le siège social se trouvait juste à la sortie du centre-ville de Chicago, un bâtiment de verre de 6 étages que Daniel avait acheté après avoir étendu l'entreprise à l'échelle nationale. Il avait commencé avec 3 camions de livraison et un entrepôt loué à Joliet. 20 ans plus tard, l'entreprise gérait des contrats de fret dans 6 États. Je me suis garé en sous-sol et je suis resté assise dans ma voiture pendant près de 10 minutes avant de me forcer à monter. Au moment où je suis entré dans l'étage exécutif, la conversation s'est arrêtée. Pas de façon dramatique, juste assez pour que je le sente. Les gens me regardaient d'abord avec sympathie, puis avec malaise, car les bureaux d'entreprise survivent aux potins de la même manière que les petites villes survivent aux intempéries. Tout le monde savait déjà que Ryan avait emménagé avec Vanessa. Tout le monde. Megan, l'assistante de longue date de Daniel, se précipita vers moi, l'air furieux en mon nom. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Émilie, je suis tellement désolé. » J'acquiesçai faiblement. « À quel point est-ce grave ? » Ici ? Megan jeta un coup d'œil vers les bureaux de direction avant de baisser encore plus la voix. Ryan agit comme s'il possédait déjà l'endroit. Cela serra quelque chose dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est assis dans le bureau de Daniel tous les jours. Bien sûr, il l'avait fait. Megan hésita. Et Vanessa était là aussi. Je fermai brièvement les yeux. La cruauté de certaines personnes n'a pas de limite. Megan me guida vers la salle de conférence et me tendit un café tout en me briefant discrètement. Ryan avait commencé à s'immiscer dans les réunions de direction, bien qu'il n'ait techniquement qu'un poste de vente régional. Vanessa avait apparemment commencé à discuter de futures idées de restructuration avec le personnel de direction comme si elle se préparait à devenir une dirigeante. Ils allaient vite, trop vite, presque comme des gens terrifiés de perdre leur élan. Cette pensée me resta. Quand je suis finalement entré dans le bureau de Daniel, j'ai failli faire demi-tour immédiatement. Tout sentait encore lui. Colonne cèdre, papier café, air froid de Chicago. Filtrant à travers les stores partiellement ouverts. Son diplôme de Northwestern encadré était accroché à côté de photographies d'événements caritatifs de l'entreprise, et son bureau restait parfaitement organisé, car Daniel croyait que le désordre reflétait une faiblesse de pensée. Mais une chose avait changé. Ryan était assis derrière le bureau de mon frère, sur la chaise de mon frère, portant le manteau de mon frère. Cette vision me tordit physiquement l'estomac. Ryan leva les yeux d'une feuille de calcul et sourit nonchalamment, comme si rien de tout cela n'était fou. « Émilie, dit-il d'une voix douce. Tu aurais dû appeler d'abord. » Je le regardais avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu fais ? » Là. Je travaille. C'était le bureau de Daniel. Quelqu'un doit prendre la relève. L'arrogance de cette phrase me sidéra. Ryan se pencha confortablement. Honnêtement, l'entreprise a besoin de stabilité en ce moment. Les employés sont nerveux. Tu es un directeur des ventes, pas un PDG. Les titres changent. Je regardais lentement autour d'eux. Moi, remarquant plusieurs dossiers empilés à côté de lui, rapports financiers, documents d'investissement, propositions d'acquisition. Ryan avait déjà commencé à fouiller dans tout. Daniel a-t-il autorisé cela ? Demandai-je doucement. Ryan esquissa un léger sourire narquois. Daniel est parti, Émilie. La façon dont il le dit, froid, pratique, presque impatient, fit que quelque chose en moi changea définitivement. Je compris soudainement différemment le message vocal de mon frère. Ne fais confiance à personne tant que Richard Lawson n'aura pas lu le testament. Pas, si. Pas, sois prudente.
Ne fais confiance à personne. Ryan se leva et fit le tour du bureau lentement. Écoute, tu devrais probablement te concentrer sur ta guérison en ce moment. Laisse les gens qui s'y connaissent en affaires gérer l'entreprise. La condescendance m'aurait enragé des semaines plus tôt. Maintenant, elle ne fit qu'aiguiser mon attention. Intéressant, dis-je. Doucement. Qu'est-ce qui te fait soudainement agir comme si cette entreprise t'appartenait? Son expression vacilla brièvement, juste une seconde, mais je l'ai vu, la peur. Minuscule, cachée, disparut immédiatement après. Ryan croisa les bras. Vanessa a hérité des biens de Daniel. Voilà, la supposition sous-jacente à tout. Il pensait que Vanessa contrôlait la fortune de Daniel. Et, par l'intermédiaire de Vanessa, il pensait la contrôler aussi. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais l'idée sérieusement. Puis j'ai posé la question qui a complètement changé l'ambiance. Daniel était-il au courant de votre relation avant de mourir? La mâchoire de Ryan s'est immédiatement contractée. Ce n'est pas pertinent. Ce n'était pas ma question. Le silence s'est étiré entre nous. Puis Ryan détourna les yeux le premier. Intéressant encore une fois. Avant que l'un de nous ne parle davantage, quelqu'un frappa légèrement à la porte du bureau. Richard Lawson entra. Grand, aux cheveux argentés, impeccablement vêtu. L'avocat de Daniel. Pendant près de 15 ans, Richard avait eu le calme d'un homme qui avait passé sa vie auprès de gens riches se comportant mal. Ses yeux passèrent de moi à Ryan très attentivement. « Monsieur Miller, dit-il. Poliment. J'aurais besoin d'un mot en privé avec Emily. » Ryan eut l'air agacé. Mais força un sourire. « Bien sûr. » Alors qu'il passait devant Richard, je remarquai quelque chose de subtil. Richard ne lui serra pas la main. La porte se referma derrière Ryan. Richard attendit plusieurs secondes avant de parler. « Vous avez écouté le message vocal? » « Oui. » Il hocha la tête une fois. « Bien. » Mon pouce accéléra. « Qu'est-ce qui se passe? » Richard sortit une épaisse enveloppe de sa mallette en cuir et la posa doucement sur le bureau de Daniel. Votre frère a apporté plusieurs modifications peu avant sa mort, dit-il avec précaution. Et il m'a donné des instructions très spécifiques de ne pas en discuter avant que 30 jours ne se soient écoulés. Pourquoi 30 jours? Richard m'observa un long moment. Parce que, dit-il doucement, votre frère croyait que les gens révélaient leur vrai caractère quand ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Les 30 jours passèrent lentement pour moi et de manière imprudente pour Ryan. Cette différence était importante. La douleur a tendance à rendre les gens prudents plus silencieux, plus observateurs, plus patients. L'avidité fait le contraire. La cupidité rend les gens bruyants, désordonnés, trop confiants. Au bout de la 4e semaine après les funérailles de Daniel, Ryan marchait pratiquement dans Chicago comme un homme déjà couronné roi. Et Vanessa encourageait chaque seconde de cela. Ils organisaient des dîners dans la maison de Daniel. Je refusais toujours de la considérer comme la leur et remplissait la salle à manger de gens qui avaient à peine assisté aux funérailles de mon frère. De jeunes investisseurs, des mondains superficiels, des courtiers immobiliers. Des hommes prétentieux qui utilisaient des mots comme « levier » et « rupture » en buvant du whisky à $1200 près de la cheminée. Daniel s'y était assis. Autrefois pour lire des biographies les soirs d'hiver. Megan me tenait informé. Que je le demande ou non. Il redécore le bureau, me dit-elle un après-midi autour d'un café. Ryan a retiré les photos de famille de Daniel. Je la fixai de l'autre côté de la table du café. Quoi? Il a dit que l'entreprise avait besoin d'une identité tournée vers l'avenir. Pendant un instant, j'ai honnêtement cru que
J'allais jeter mon café directement dans la rue. Mais ensuite, une autre émotion s'installa à la place. Le calme, parce que Richard Lawson avait enfin commencé à me rappeler, et chaque conversation avec lui approfondissait la même discrète suspicion qui grandissait en moi. Daniel savait. Peut-être pas tout, mais assez. Richard ne l'avait jamais dit explicitement au téléphone. Les avocats comme Richard Lawson survivaient parce qu'ils comprenaient la précision. Pourtant, chaque phrase soigneusement choisie pointait vers la même vérité. Daniel avait passé les derniers mois de sa vie à se préparer à quelque chose, ou à me préparer. Le matin de la lecture du testament, Chicago s'est réveillé sous des nuages bas et gris, et un vent printanier cinglant venant du lac Michigan. Je suis resté dans ma chambre pendant près de 20 minutes, essayant de décider quoi porter, ce qui semblait ridicule étant donné que toute ma vie s'était effondrée en un seul mois. Pourtant, les apparences comptaient ce jour-là. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais soudain compris que Daniel attendait de moi de la force. J'ai donc choisi la simplicité. Pantalon noir, chemisier crème, bijoux minimalistes, pas de spectacle, pas de chagrin visible, juste du sang-froid. Lorsque je suis arrivé chez Lawson et Green en centre-ville, des journalistes s'étaient déjà rassemblés devant l'entrée du bâtiment. Apparemment, des rumeurs concernant la succession de Daniel s'étaient répandues dans les cercles d'affaires locaux. Carter Frecht Solutions valait bien plus que la plupart des gens ne le réalisaient, et les hommes riches décédés attiraient la curiosité comme le sang attire les requins. À l'intérieur de l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans le mur miroir et je me suis à peine reconnu. 30 jours plus tôt, je serais entré dans ce bureau terrifié. Maintenant, je me sentais étrangement stable. Au moment où j'atteignis l'étage de la conférence, Ryan et Vanessa étaient déjà arrivés. Bien sûr, ils l'avaient fait. Ryan se tenait près des fenêtres, portant un costume anthracite que Daniel l'avait aidé à acheter pour une levée de fonds d'entreprise. Vanessa était assise à côté de la table de conférence dans une robe noire ajustée, les jambes élégamment croisées, des boucles d'oreilles en diamant captant les lumières du plafond. Il ressemblait à un couple posant pour une publicité de magazine de luxe. Puis Ryan me remarqua. Le sourire sur son visage exprimait un triomphe ouvert. « Eh bien, dit-il nonchalamment, tu es vraiment venu. » J'ignorais le commentaire et pris place à l'autre bout de la pièce. Vanessa m'étudia les mains jointes. « Comment te sens-tu, Émilie ?» La fausse sollicitude dans sa voix était presque impressionnante. Je la regardai directement. Mieux que prévu. Ryan ricana doucement. C'est bien. La guérison est importante. La guérison. L'homme qui couchait avec la veuve de mon frère décédé me donnait des conseils émotionnels. J'aurais pu rire si la situation n'était pas si grotesque. Richard Lawson entra précisément à 9h, portant plusieurs dossiers. Son expression resta aussi impénétrable que d'habitude, mais je remarquai qu'il me salua en premier. Émilie. Puis un bref hochement de tête vers Ryan et Vanessa. Monsieur Miller, Madame Carter. Vanessa se redressa immédiatement. Cela prendra-t-il longtemps? Richard s'assit au bout de la table de conférence. Cela dépend entièrement de la façon dont chacun se comportera. Quelque chose dans son ton fit légèrement pâlir le sourire de Ryan. Bien. Richard ouvrit un dossier, ajusta lentement ses lunettes avant de parler. Daniel Carter a modifié ses documents de succession 12 jours avant sa mort. Ces modifications ont été attestées, notariées et légalement vérifiées en vertu de la loi de l'Illinois. Ryan se pencha en arrière confortablement. C'est logique. Daniel était toujours organisé. Richard l'ignora. La succession comprend Carter Frecht Solutions, plusieurs comptes d'investissement, des biens immobiliers dans l'Illinois et le Wisconsin,
des actifs de retraite et plusieurs fiducies caritatives. La posture de Vanessa se raidit presque imperceptiblement. Puis, Richard prononça la phrase qui changea tout. Selon les termes révisés du testament de Daniel Carter, la seule bénéficiaire contrôleuse de la succession est Emily Carter. Silence. Un silence complet. Ryan cligna des yeux une fois. Vanessa fronça légèrement les sourcils comme si elle avait mal entendu. Je fixais simplement Richard. L'entreprise, poursuivit-il calmement, y compris toute l'autorité exécutive et la majorité des parts de propriété, est immédiatement transférée à Mademoiselle Emily Carter. Ryan éclata soudain de rire, un rire couré. Incrédule. D'accord, dit-il. Très drôle. Richard le regarda froidement. Monsieur Miller, rien dans le droit des successions n'est drôle. Le visage de Vanessa se vida de ses couleurs le premier. C'est impossible, murmura-t-elle. Richard fit glisser les documents sur la table. Vous pouvez consulter les dépôts modifiés vous-même. Ryan arracha les papiers agressivement, parcourant les pages de plus en plus vite, tandis que la confusion se transformait en panique sur son visage. Non, marmonna-t-il. Non, ça n'a pas de sens. Cela a parfaitement du sens, répondit Richard. Ryan frappa les documents sur la table. Vanessa était sa femme. Oui, dit Richard calmement, et Daniel a pourvu généreusement à son soutien personnel par le biais d'une fiducie distincte. Cependant, le contrôle opérationnel de tous les actifs principaux appartient exclusivement à Emily Carter. Vanessa se tourna lentement vers Ryan. J'ai observé le moment exact où la peur s'est installée sur leurs deux visages. Une vraie peur, pas de l'embarras, pas de la déception, de la peur, car soudain leur avenir semblait très différent du fantasme qu'ils avaient construit ensemble. Ryan se leva brusquement. Daniel ne ferait jamais ça. Richard croisa les mains. En fait, il l'a fait. Puis Richard ouvrit un autre dossier. Il y a aussi une déclaration enregistrée. Mon pouce accéléra. Instantanément. L'expression de Ryan s'assombrit. Déclaration enregistrée? Richard pressa un bouton sur une petite télécommande. L'écran de télévision à l'autre bout de la salle de conférence s'alluma et soudain mon frère apparut. Daniel était assis derrière son bureau, portant un pull bleu marine, l'air épuisé mais concentré. L'horodatage de la vidéo indiquait qu'elle avait été enregistrée 4 jours avant sa mort. Pendant une terrible seconde, le chagrin m'a coupé le souffle. Car il était là, vivant, respirant, regardant directement la caméra. Si vous regardez ceci, dit Daniel calmement. Alors Richard avait raison. Et les choses sont devenues laides après ma mort. Ryan se rassit lentement. Daniel continua, j'ai passé des années à croire que la loyauté pouvait être gagnée par la générosité. J'avais tort. La pièce sembla geler. Puis Daniel regarda directement la caméra avec une clarté dévastatrice. Ryan, je sais que tu as volé de l'argent à l'entreprise. Ryan pâlit instantanément. Et je sais pour Vanessa. Vanessa couvrit sa bouche. Je fermai les yeux. Brièvement. Daniel savait tout. Chaque détail dégoûtant. Je suis resté silencieux parce que j'avais besoin de preuves. Daniel continua, éparse. Que je voulais que ma sœur soit protégée avant que la vérité n'éclate. Ryan explosa soudain de sa chaise. Ceci est, la voix de Richard devint acérée. Comme un rasoir. Asseyez-vous. Ryan l'ignora complètement. Il a manipulé ça, cria Ryan en me montrant du doigt. Emily l'a manipulé. J'ai failli le frapper alors. Presque. Parce que les gens désespérés deviennent très vite transparents. Richard ouvrit calmement un autre dossier.
Il y a une autre question, dit-il. Ryan se tourna vers lui, respirant lourdement. Lors de votre demande de divorce, poursuivit Richard, vous avez volontairement signé une renonciation complète aux biens matrimoniaux, renonçant à toute future réclamation liée aux avoirs d'Emily Carter. Ryan le regarda fixement. Puis la réalisation le frappa durement. J'ai observé la seconde exacte où il a compris ce qu'il avait fait. Il s'était précipité sur le divorce. Croyant que j'étais sans valeur, croyant que Vanessa détenait la fortune. Croyant qu'il avait déjà fait un échange avantageux. Mais Daniel m'avait tout laissé. Tout. La maison, l'entreprise, les investissements, même les comptes exécutifs que Ryan utilisait depuis des semaines. Le visage de Ryan devint blanc. Non, murmura-t-il. L'expression de Richard ne changea jamais. Avec effet immédiat, dit-il. Tout accès non autorisé aux comptes et aux propriétés de Carter Frecht Solutions sera résilié. Vanessa regarda lentement Ryan comme si elle le voyait pour la première fois. Et Ryan me regarda, non pas avec amour, pas même de haine, mais avec terreur. Ryan. Miller s'effondra plus vite que je ne l'avais prévu, pas publiquement au début. Les hommes comme Ryan s'effondrent rarement d'un coup. Il se fit sur part. Étape, comme la glace qui s'affaiblit sous un poids trop lourd. Au bureau d'avocat, après que Richard eut fini de parler, Ryan n'arrêtait pas d'insister qu'il devait y avoir une autre version du testament, un autre compte. Une autre explication qui restaurerait l'avenir qu'il pensait mériter. Il n'y en avait pas. Daniel avait tout préparé avec soin, chaque signature, chaque transfert, chaque protection légale. Mon frère avait construit des routes de fret à travers la moitié du Midwest. La planification était une seconde nature pour lui. Il comprenait le risque. Mieux que quiconque je n'ai jamais connu. Et quelque part au cours des derniers mois de sa vie, il réalisa que la plus grande menace pour son entreprise était assise à la table du dîner, prétendant faire partie de la famille. Vanessa. Partie la première. Cela m'étonne toujours. Non pas parce qu'elle s'en est. Allez. Les gens comme Vanessa s'en vont toujours une fois que le confort disparaît, mais à cause de la rapidité avec laquelle elle l'a fait. Un instant, elle était assise à côté de Ryan dans un silence stupéfait, fixant les documents de succession, les mains tremblantes. L'instant d'après, elle se leva tranquillement, ramassa son sac à main de créateur et le regarda directement avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Tu m'avais dit que l'entreprise était pratiquement à toi déjà, dit-elle froidement. Ryan la regarda désespérément. Vanessa, attends. Non, coupa-t-elle sèchement. Tu as dit que Daniel te faisait confiance. Je peux expliquer ça. Mais elle s'éloignait déjà de lui. Pour la première fois depuis les funérailles de Daniel, je vis Vanessa sans performance, sans glamour, sans élégance travaillée. Sous les vêtements coûteux et l'apparence soignée, se tenait une femme profondément pragmatique, réalisant qu'elle s'était investie dans le mauvais homme. Puis elle me regarda, non pas avec des excuses, non pas avec gentillesse. Simplement en calculant si me parler avait encore de la valeur. Apparemment. Non. Elle sortit sans un mot. Ryan la regarda partir comme un homme regardant le dernier bateau de sauvetage quitter un navire en perdition. Et, d'une certaine manière, même alors, il ne comprenait toujours pas pleinement pourquoi sa vie s'effondrait. C'était la partie effrayante. Les personnes consumées par la cupidité croient rarement qu'elles sont cupides. Elles se considèrent comme ambitieuses, méritantes, plus intelligentes que tout le monde. Ryan croyait sincèrement qu'il avait mérité le succès de Daniel simplement parce qu'il était assez proche pour le toucher. Mais la proximité n'est pas la propriété. Richard mit fin à la réunion peu après. Des représentants de la sécurité de Carter Frecht Solutions sont arrivés.
Discrètement pour récupérer les badges d'accès de Ryan, l'ordinateur portable. De l'entreprise, la carte d'accès au parking et les autorisations de compte. Exécutif. L'humiliation s'est déroulée avec un professionnalisme brutal. Pas de cris, pas de scène, juste de la procédure. Ryan me regardait à plusieurs reprises pendant le processus, cherchant de la douceur, cherchant la femme qui le protégeait autrefois chaque fois que la vie devenait difficile. Mais cette femme avait disparu quelque part entre le cimetière et le cabinet d'avocat. Devant le bâtiment, un vent froid balayait le centre-ville de Chicago. Tandis que des journalistes criaient des questions derrière des barricades. Je les ai ignorés et me suis dirigé vers le parking souterrain, mais des pas sont précipités derrière moi avant que j'atteigne l'ascenseur. Emily. Ryan m'a attrapé le bras avec force. Je me suis retourné lentement. De près, il avait déjà l'air terrible. La sueur lui collait au front malgré le froid, et la panique avait remplacé la confiance qu'il affichait depuis un mois comme un parfum coûteux. Tu savais, dit-il. Le souffle coupé. Non, répondis-je honnêtement, je me doutais. Sa prise se resserra légèrement. Emily, écoute-moi. J'ai retiré mon bras immédiatement. Ne me touche plus. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis Ryan baissa la voix. Nous pouvons arranger ça. J'ai failli rire. Arranger ça? Comme si la trahison, la cupidité, l'humiliation et l'adultère étaient des erreurs comptables qui pouvaient simplement être corrigées avec de la paperasse. Tu as emménagé dans la maison de mon frère 4 jours après ses funérailles. Ryan déglutit difficilement. J'ai fait des erreurs. Tu as couché avec ça femme pendant qu'il était vivant. Ses yeux s'éloignèrent brièvement. Tu m'as dit que je n'étais pas faite pour la vie que tu voulais. Emily, s'il te plaît. Non, l'interrompis-je doucement. Maintenant tu comprends enfin. Qui n'était pas fait pour ça. Cela a fait mouche. Je l'ai vu, car la plus grande peur de Ryan n'a jamais été la pauvreté. C'était l'insignifiance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière moi et j'entrai sans un mot. Les portes se refermèrent sur son visage. 3 jours plus tard, Carter Frecht. Solution mit officiellement fin à l'emploi de Ryan suite à un examen financier interne. Daniel avait eu raison. De l'argent avait disparu de plusieurs comptes clients au cours de l'année précédente. Pas assez pour déclencher des alertes immédiates, mais assez pour établir la fraude une fois que les enquêteurs ont suivi la piste papier avec soin. Ryan n'avait pas volé des millions, juste assez pour se sentir puissant, juste assez pour croire que personne ne remarquerait. L'enquête criminelle est restée privée. Initialement, bien que des rumeurs se soient rapidement répandues dans les cercles d'affaires de Chicago. Les invitations ont cessé d'arriver. Les appels sont restés sans réponse. Des hommes qui, jadis, donnaient une tape dans le dos à Ryan lors de fêtes d'entreprise évitaient soudainement tout contact visuel chaque fois que son nom était mentionné. Le statut social en Amérique est bien plus fragile que les gens ne l'admettent. Un scandale, une poursuite, une humiliation publique, et des amitiés entières s'évaporent du jour au lendemain. Vanessa a disparu des réseaux sociaux presque immédiatement après la lecture du testament. Selon Meghan, elle a déménagé de la maison de Daniel en une semaine. Apparemment, elle et Ryan ont duré exactement 9 jours après avoir découvert la vérité sur la succession. 9 jours. C'était la grande histoire d'amour qui a détruit mon mariage. Pendant ce temps, je passais presque chaque heure de veille au sein de l'entreprise de Daniel, essayant de maintenir ma vie. Les premières semaines m'ont terrifié. Je comprenais les opérations comptables, les structures de paie. Daniel m'avait impliqué dans l'entreprise pendant des années, mais diriger une entreprise entière me semblait accablant.
Les cadres me regardaient attentivement pendant les réunions. Certains étaient favorables. D'autres doutaient clairement que la jeune sœur endeuillée puisse gérer ce que Daniel avait construit en 2 décennies. Mais le deuil change les gens, surtout les femmes. Les gens confondent souvent la gentillesse avec la faiblesse jusqu'à ce que les circonstances forcent la gentillesse à devenir discipline. J'ai commencé à arriver avant le lever du soleil, à examiner les contrats, à rencontrer les chefs de département, à marcher dans les entrepôts de Joliet et Rockford, écoutant plus que je ne parlais. Et lentement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les employés ont commencé à me faire confiance. Non pas parce que j'étais brillante, mais parce que je me souciais des gens comme Daniel se souciait. Les camionneurs m'arrêtaient sur les quais de chargement pour raconter des histoires sur la façon dont Daniel avait payé des factures médicales pour des employés blessés. Les directeurs d'entrepôt partageaient des idées que personne n'avait pris la peine de présenter à Ryan. Parce qu'il n'écoutait jamais à moins que les profits n'y soient attachés. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'étais pas invisible. J'avais simplement passé trop de ma vie à côtoyer des gens plus bruyants. Puis, un jeudi soir pluvieux de fin mai, Ryan est apparu devant ma maison. Je l'ai vu par la fenêtre avant qu'il ne frappe. Il semblait déjà plus mince, plus vieux. Les costumes coûteux avaient disparu, remplacés par des vêtements froissés et l'épuisement. La pluie mouillait ses cheveux tandis qu'il se tenait sous la lumière du porche, fixant la porte comme un homme approchant une église après des années sans foi. Une partie de moi a envisagé de faire semblant de ne pas être à la maison. Au lieu de cela, j'ai entrouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Ryan se brisa immédiatement. J'ai tout perdu. Je le regardais tranquillement. Non pas parce que je jouissais de sa souffrance, mais parce que je me souvenais de la version de lui que j'avais autrefois aimée. Et il y a quelque chose de profondément troublant à voir un visage familier devenir méconnaissable. Tu as fait des choix, dis-je calmement. Les larmes lui montèrent soudain aux yeux. De vraies larmes cette fois. J'étais stupide. Oui, pensai-je. Il déglutit difficilement. Je pensais que le succès me suffirait enfin. Cette phrase resta suspendue entre nous. Parce que sous la cupidité, sous l'arrogance, Ryan avait toujours porté une énorme insécurité. Le succès de Daniel le fascinait parce que Ryan confondait la richesse avec la valeur. Il croyait que l'argent pouvait effacer la honte, effacer l'échec, effacer la peur d'être ordinaire. Ça ne le peut jamais. Je t'ai aimé, murmura-t-il désespérément. Je l'ai regardé pendant très longtemps. Puis j'ai répondu avec une honnêteté totale. Je pense qu'une partie de toi l'a fait. Cela lui a fait plus de mal que la colère n'aurait pu en faire. Ryan s'est rapproché, la voix brisée. S'il te plaît, Emily, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Et là, sur le porche humide, sous la pluie froide de l'Illinois, Ryan Miller est tombé à genoux, pleurant, suppliant, détruit par la même avidité qu'il avait autrefois confondu avec l'ambition. Mais le moment qui me resta à jamais n'était pas ses excuses. C'était ce qui arriva ensuite. Ses yeux s'éloignèrent de moi pour se poser sur le salon, sur la photographie encadrée au-dessus de la cheminée. Daniel souriant à nos côtés à Noël 3 ans plus tôt. Ryan fixa cette image et comprit enfin tout le poids de ce qu'il avait trahi. Ryan resta à genoux pendant plusieurs secondes après que le silence se fût installé entre nous, la pluie coulant de ses cheveux sur le porche en bois sous lui, les épaules tremblantes sous une veste grise bon marché qui ne ressemblait en rien au manteau sur mesure qu'il portait autrefois pour les galas de charité et les dîners de direction. Pour la première fois en 11 ans, il avait l'air honnête, pas impressionnant, pas charmant, pas ambitieux, juste honnête. Les gens brisés le sont généralement. Je restais là, la porte entr'ouverte.
tandis qu'un vent froid poussait l'air humide dans la maison, et quelques parois. Loin, le tonnerre grondait doucement dans les banlieues. Ryan s'essuya le visage. Avec des mains tremblantes, essayant de retrouver suffisamment de dignité pour continuer à parler, mais les mots semblaient maintenant piégés en lui. Bien. Certaines vérités doivent faire mal en sortant. Émilie, murmura-t-il à nouveau, la voix rauque. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Non. Dis-je doucement. Tu ne le mérites pas, il baissa immédiatement la tête. Cette réponse atterrit plus durement que des cris n'auraient jamais pu le faire. Un instant, j'ai failli le frapper à nouveau, et cela m'a effrayé plus que la colère. La compassion peut être dangereuse lorsqu'elle est dirigée vers des personnes qui prennent la miséricorde pour de la faiblesse. Je le comprenais maintenant. D'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ryan leva lentement les yeux. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je l'étudiai attentivement. Tu ne peux pas, un autre silence douloureux suivit. Puis j'ouvris légèrement la porte et lui tendis un parapluie appuyé près de l'entrée. Rentrez chez vous, Ryan. Son visage s'effondra complètement à ces mots, car je pense qu'il comprit enfin quelque chose de dévastateur à ce moment-là. Il n'en avait plus. Pas vraiment. La maison de Daniel appartenait désormais à la fiducie de l'entreprise. Vanessa avait disparu de sa vie. La plupart de ses amis avaient disparu dès l'effondrement de son statut, et la carrière qu'il avait passé des années à construire était devenue radioactive du jour au lendemain. Personne dans l'industrie logistique de Chicago ne voulait embaucher un homme sous enquête financière pour fraude. Ryan prit le parapluie lentement. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, dit-il faiblement. J'ai failli répondre immédiatement, mais je me suis arrêté, car cette phrase révélait tout. Les gens comme Ryan ne se croient jamais des méchants. Ils pensent que le désastre arrive simplement, comme si la trahison apparaissait. Comme par magie, sans que des décisions n'y mènent, un choix égoïste à la fois. Alors au lieu de discuter, j'ai dit la seule chose qui importait, tu n'as cessé de te choisir toi-même au détriment de tous ceux qui t'aimaient. Ses yeux se remplirent à nouveau. Puis il se retourna et repartit sous la pluie. Je ne l'ai plus jamais revu après cette nuit-là. Pas en personne. Des mois plus tard, Megan me raconta que Ryan avait déménagé dans l'Indiana et avait pris un poste de commercial de bas niveau chez un petit fournisseur de camions sous un nom différent. L'enquête criminelle s'était terminée par un accord à l'amiable. Plutôt que par une peine de prison, car Richard avait négocié discrètement les modalités de remboursement par l'intermédiaire de l'avocat de Ryan. Daniel aurait préféré ça. Mon frère croyait que les conséquences devaient éduquer les gens, pas simplement les détruire. Et étrangement, je pense que tout perdre a finalement forcé Ryan à devenir le genre d'homme que l'adversité ne pouvait plus cacher. Quant à Vanessa, elle a vendu la plupart des bijoux que Daniel lui avait achetés et a déménagé à Scottsdale, en Arizona. Parfois, des connaissances mutuelles mentionnaient l'avoir vue avec des hommes plus âgés et riches dans des country clubs ou des événements caritatifs. Toujours à la recherche d'une autre vie à intégrer. Certaines personnes passent toute leur existence à confondre le confort avec l'amour. C'était une punition suffisante. L'été est arrivé lentement en Illinois cette année-là. L'entreprise a survécu, puis s'est stabilisée, puis a tranquillement recommencé à croître. J'ai travaillé plus dur que jamais dans ma vie. Certains matins, j'arrivais avant que les lumières de l'entrepôt ne s'allument. Certaines nuits, je restais si tard que les équipes de nettoyage commençaient à me reconnaître par mon nom. Au début, j'agissais entièrement par peur. Peur d'échouer. Daniel. Peur de décevoir les employés qui dépendaient de nous pour leur salaire. La peur que tout le monde ait secrètement cru que Ryan avait eu raison à mon sujet depuis le début. Mais la peur change de forme lorsqu'elle est affrontée suffisamment longtemps. Finalement, elle devient discipline. Puis confiance.
Août, je dirigeais des réunions de direction sans note. En septembre, j'ai renégocié un contrat de fret qui a augmenté considérablement les revenus régionaux. Des chauffeurs qui me regardaient autrefois avec prudence ont commencé à me saluer de la même manière qu'ils saluaient Daniel, avec chaleur, avec confiance. Avec des histoires sur leur famille, leurs enfants et leurs hypothèques. Un après-midi, un ancien répartiteur nommé Harold m'a arrêté près des quais de chargement à Joliet. « Savez-vous quelle est la différence ?» a-t-il demandé. « La différence entre quoi ? Vous et Ryan. » J'ai souri faiblement. J'ai presque peur de demander. Harold haussa les épaules. Ryan voulait que l'entreprise le rende important. Vous voulez que l'entreprise prenne soin des gens. Cela m'est resté. Parce que Daniel avait compris quelque chose que Ryan n'a jamais compris. Le leadership n'est pas la propriété. C'est la responsabilité. Plus tard cet automne, nous avons lancé la Fondation Daniel Carter, un programme de bourse pour les enfants des employés de l'entreprise poursuivant une formation professionnelle en logistique ou des études universitaires. Richard a aidé à structurer l'organisation à but non lucratif légalement, tandis que j'ai personnellement examiné les candidatures chaque hiver. Le premier bénéficiaire d'une bourse était la fille d'un mécanicien de Rockford qui voulait devenir ingénieur civil. Quand je l'ai appelée pour lui dire qu'elle avait reçu un soutien financier complet pour ses études, elle a pleuré si fort qu'elle pouvait à peine parler. Après avoir raccroché, je me suis assise seule dans mon bureau, regardant l'horizon de Chicago par les fenêtres. Et pour la première fois depuis la mort de Daniel, le chagrin ne me semblait plus aigu. Il semblait significatif. La perte change aussi de forme. Ce décembre-là, exactement un an après le message vocal que Daniel m'avait laissé, je me suis rendu seul au cimetière. La neige recouvrait le sol en douces couches blanches, et un vent glacial balayait les rangées de pierres tombales sous un ciel gris pâle. Je portais des lys blancs frais parce que Daniel les achetait pour notre mère à chaque Pâques. Quand nous étions enfants. Je suis resté silencieusement près de sa tombe. Pendant longtemps. Puis j'ai finalement parlé. Tu avais raison, ai-je murmuré. Le vent soufflait doucement à travers les arbres voisins. J'ai fait confiance aux gens trop facilement. Pendant un instant, les souvenirs m'ont envahi d'un coup. Daniel m'apprenant à faire du vélo. Daniel aidant Ryan à obtenir sa première vraie promotion. Daniel assis à côté de moi dans les salles d'attente de l'hôpital après la mort de papa. Toujours stable, protégeant toujours tout le monde autour de lui, même quand il ne le méritait pas. Surtout quand il ne le méritait pas. Une larme coula sur ma joue malgré le froid. Mais tu m'as aussi appris autre chose, dis-je doucement. Tu m'as appris que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me sauver la vie. Et c'était la vérité. Ryan croyait que la vengeance signifiait humiliation. Défaite, destruction. Mais la vraie vengeance est plus silencieuse que cela. La vraie vengeance, c'est se reconstruire si complètement que les gens qui vous ont brisé ne peuvent plus reconnaître la personne qui se tient devant eux. C'est se réveiller un matin en réalisant que leur trahison vous a forcé à découvrir votre propre force. C'est survivre honnêtement pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre choix. J'ai déposé les fleurs délicatement contre la pierre tombale de Daniel. Puis j'ai souri. Non pas parce que tout faisait moins mal, mais parce que tout prenait enfin son sens. Alors que je retournais à ma voiture, le soleil perçait lentement les lourds nuages d'hiver au-dessus du cimetière, répandant une lumière dorée pâle sur le sol enneigé. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne m'effrayait plus. Il me semblait mériter. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir aux personnes en qui vous avez confiance, aux personnes qui vous soutiennent vraiment lorsque la vie devient difficile, et à la force
tranquille qui n'apparaît parfois qu'après la trahison. Et si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, car quelque part, quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin de ce. Rappelez que perdre les mauvaises personnes peut parfois vous sauver la vie.